Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Votre vidéo ne fonctionne pas. Ah. Bonjour. 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 Voilà. On va se mettre en haut. Votre caméra est désactivée. Alors, bonjour à Oui. tous. Est-ce qu'on va pouvoir commencer? On va vous demander de bien éteindre vos micros pour le webinaire. Et ben donc, bonjour à tous et merci d'être présents donc, pour notre webinaire sur l'analyse de la pratique professionnelle. Nous sommes heureux, à toute l'équipe de Formation Partenaire, de vous partager nos expériences sur ce dispositif de formation, mais aussi sur les fondements, les intérêts au niveau professionnel, éthique, et également des dynamiques de groupe. Et donc, pour ce webinaire, nous avons choisi 2 domaines spécifiques, les instituts de formation en soins infirmiers et les crèches. Donc, nous allons passer 1 heure et demie ensemble. Et donc, voici le programme que je vais vous présenter. Donc, d'abord, Olivier Benetton, le directeur de Formation Partenaire, va présenter l'organisme de formation pour introduire donc ce webinaire. Ensuite, moi, j'interviendrai en tant que formatrice sur l'analyse des pratiques dans les métiers de la relation. C'est ensuite donc Nathalie Lemoine qui interviendra sur la mise en place d'un dispositif d'APP au sein de l'IFSI de Neuilly-sur-Marne. Et enfin, Gaëtan Brault, qui s'exprimera sur son expérience d'accompagnement des professionnels en crèche. Et à l'issue de ces présentations, nous aurons 20-25 minutes d'échange pour répondre à vos questions. Pour poser vos questions, vous pouvez les poser dans le petit item Q&R en haut du webinaire. C'est le petit icône avec un point d'interrogation dedans. Voilà, donc pas dans la conversation, mais bien dans cette icône Q&R. Voilà, pour qu'on puisse partager ensemble vos interrogations et vos questions par rapport aux présentations. Donc, je vais donner la parole. Voilà, le programme, si je commence à ne pas passer les diaporamas. Donc, voilà le programme. Et donc, je vais commencer par donner la parole donc, à Olivier Benetton. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Bon. Ravi d'ouvrir ce webinaire. Donc, je suis le directeur de Formation Partenaire. Je voulais simplement vous dire un petit mot sur Formation Partenaire. Et puis, on va surtout parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Merci Camille pour cette introduction. Donc, Formation Partenaire, c'est un organisme de formation qui a un peu plus de 35 ans et qui est spécialisé dans les domaines du management, de la pédagogie et de la communication auprès de 2 types de clientèle, les établissements de santé et les écoles de santé. Donc, ce sont des consultants qui sont issus de formations universitaires, sciences de l'éducation, psychologie, et donc qui sont experts dans ces domaines. Formation Partenaire, c'est un organisme de formation qui appartient à un petit groupe d'organismes de formation qui s'appelle Cerf Formation, qui est aussi spécialisé dans le médico-social et le sanitaire, et qui est un organisme de formation qui a une 50aine d'années. En fait, c'est une fusion qui a eu lieu il y a un peu plus d'1 an maintenant, afin de regrouper nos forces et nos savoir-faire, et de pouvoir
améliorer nos expertises et pouvoir les proposer à nos établissements clients. Et dans ce modèle, notamment, Serve Formation met à disposition de Formation Partenaire son réseau de formateurs et notamment son expertise dans le domaine de la petite enfance. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le sujet de l'analyse de la pratique professionnelle est développé chez nous à la fois pour les écoles de santé, mais également dans le secteur de la petite enfance. Et c'est pour ça qu'on va décliner le sujet sur les deux typologies d'activités aujourd'hui. Voilà, je vous embête pas plus avec les sujets de présentation. Parlons du sujet. Merci à tous d'être là et bon webinaire. Merci Olivier. Alors, du coup, je poursuis ce webinaire. Donc, c'est vrai que j'ai engagé ce webinaire et puis je ne me suis pas présentée. Donc, je vais me présenter quand même. Donc, je m'appelle Camille Baudouin Denicel et je suis formatrice chez Formation Partenaire depuis à peu près 3 ans maintenant et issue de la formation infirmière. Donc, je suis infirmière depuis 17 ans. Voilà, donc pour parler sur les projets d'analyse de la pratique professionnelle. Donc pour commencer, en fait, je vais vous raconter ce qui m'amène aujourd'hui à animer des groupes d'APP auprès des professionnels du soin, de la formation ou du travail social. Parce que je crois que ce parcours, mon parcours, c'est ce parcours-là qui importe aussi pour comprendre la démarche des APP que je propose et les fondements aussi des APP. Donc moi, je suis infirmière et j'ai débuté donc, ma carrière en réanimation pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Et je sortais de ma vie étudiante et j'avais 21 ans quand je suis arrivée à Necker. Et je me suis retrouvée plongée dans un environnement qui était à la fois passionnant et à la fois d'une très grande dureté. Et je vivais des situations d'accompagnement de bébés, d'enfants, d'adolescents aussi en fin de vie, qui mouraient dans nos bras, parfois en peau à peau. Il y avait des parents aussi à accompagner dans la parentalité, cette parentalité qui était fragile, mais nécessaire pour vivre, pour que ces bébés vivent. Et dans ce quotidien, moi, je vivais aussi des choses que je ne comprenais pas, des enjeux éthiques qui étaient obscurs, des sentiments et des émotions qui étaient parfois honteuses, voire des jugements des parents aussi sur la vie des enfants, sur leur positionnement, sur les décisions qui étaient prises. Et pour comprendre ce qui se passait, il me manquait vraiment des connaissances. Alors, je me suis inscrite à la fac, en L3 en sciences de l'éducation. Et j'ai découvert l'anthropologie, la psychanalyse, la sociologie, la philosophie. Je me suis passionnée pour tous ces apports qui m'ont offert vraiment des clés de compréhension pour les situations que je vivais en réanimation. Mais entre les connaissances et l'expérience qu'on vit, il manquait quelque chose pour relier les deux. Et c'est en master que j'ai découvert les dispositifs des APP, et notamment les dispositifs des APP de type BALINT, donc les groupes BALINT, auxquels j'ai participé pendant 1 an en master. Donc, retour du coup aux fondamentaux. Michael Balint, c'est un médecin hongrois, et avec sa femme, ils ont constitué des groupes de formation à l'intention des médecins généralistes, avec pour but d'explorer en fait les implications psychologiques inhérentes à la relation médecin-malade. Donc, Michael Balint, il est parti de l'hypothèse que le médecin, dans sa relation au malade, a besoin de pouvoir entendre et comprendre les enjeux de la demande du patient et de trouver les moyens pour lui-même d'adopter une attitude propice face à cette demande. Et dans ce but, il a conçu un style de travail utilisant une structure de groupe à effectif restreint, donc entre 8 et 10 participants. Et ce groupe se réunissait donc à intervalles réguliers pour un temps déterminé à l'avance, en présence d'un analyste qui occupe une position de leader. Et les médecins, en fait, profitaient donc de ces réunions pour exposer au groupe des cas rencontrés dans leur pratique médicale quotidienne et qui leur posaient question. Pour le médecin rapporteur du cas, il s'agissait de prendre conscience, à partir de ce qui était renvoyé par les autres participants du groupe et aussi par le leader, de la façon dont il utilisait sa personnalité, ses convictions scientifiques, ses modèles de comportement et ses motifs inconscients dans la relation médecin-malade.
Donc les groupes Balint sont issus de cette construction. Et donc, pendant cette année de master, j'ai travaillé des situations de soins auprès d'enfants et de parents qui m'avaient été difficiles et pour lesquels j'étais encore en difficulté. Il s'agissait de situations alors de dégoût, de situations de colère contre la décision des parents aussi. Et dans cet espace-là, j'ai trouvé vraiment un lieu pour travailler mes sentiments, pour travailler mes affects, un espace qui autorise en fait les ressentis, enfin qui autorise même que les ressentis ont un sens et une force dans la relation. Et je suis sortie de ces groupes vraiment transformée, apaisée, et plus forte et plus heureuse aussi, voilà, de comprendre ce qui s'engageait dans la relation avec les enfants et les parents. Et donc j'ai continué ce dispositif auprès de Claudine Blanchard-Laville à Nanterre pendant 3 années. Claudine Blanchard-Laville qui a écrit plusieurs livres, surtout un qui s'appelle Au risque d'enseigner, où elle raconte ses méthodes pédagogiques justement de groupe Balint auprès des enseignants. Et donc là, cette fois avec Claudine Blanchard-Laville, pendant 3 ans, c'était vraiment pour travailler des situations éducatives, car à ce moment-là, j'étais formatrice. Et formatrice dans le milieu de la santé et du social. Et donc cela me permettait de travailler donc, mon implication personnelle dans les actes professionnels, du coup, éducatifs du quotidien. Et ça m'a permis vraiment d'être de plus en plus à l'aise dans la relation pédagogique, d'être moins rigide ou d'avoir aussi des positions beaucoup plus souples. Mais aussi de travailler des positions parfois discriminantes ou parfois jugeantes. Et c'est en ça que ce travail est apaisant et très respectueux des personnes, mais qu'évidemment, il bouscule aussi. Ça, on va le revoir tout à l'heure. Et donc, cette expérience, elle m'a persuadée de l'intérêt de cette démarche et de le mettre en place auprès des professionnels de la relation, c'est-à-dire du soin, de la formation et du travail social et éducatif. Et aujourd'hui, le foisonnement des articles sur... Je passe mes... Là. Le foisonnement des articles donc, sur les discriminations dans les soins, dans l'éducation, les jugements, la négligence, ce qu'on appelle les 12 violences aussi, ou la maltraitance associée aux articles sur la souffrance morale des soignants et des professeurs, m'ont vraiment amené à considérer cette démarche des APP comme une nécessité bien plus avantageuse qu'une transmission de connaissances théoriques, parce qu'elle permet vraiment des transformations durables. Et le contexte, il est propice aujourd'hui à cette démarche, puisque les APP, elles sont entrées dans les référentiels infirmiers déjà depuis 2009, récemment dans les référentiels des aides-soignantes depuis 2021, et sont devenues obligatoires au sein des crèches depuis le décret du 30 août 2021. Donc le contexte est vraiment propice pour les mettre en place, puisque ce vocabulaire-là est rentré aussi dans les pratiques des soignants, dans les pratiques des travailleurs sociaux depuis déjà longtemps, mais des soignants, ça reste quand même assez récent. Donc je vais vous présenter un peu plus spécifiquement comment je mets en place ce travail auprès des professionnels formateurs et du soin. Parce que je ne mets pas en place des groupes Balint de type psychanalytique, puisque je n'ai pas les compétences pour ça, et que cela peut être dangereux pour les professionnels qui n'ont pas fait le choix de cette démarche. Parce que dans les grands groupes Balint, l'approche est psychanalytique. Voilà, donc même si j'y ai participé pendant tout 4 années, je ne suis pas compétente pour aller travailler des choses au niveau psychique et psychanalytique au niveau des personnes. Donc, par contre, je m'inspire des travaux psychanalytiques pour comprendre les phénomènes de groupe, donc les imaginaires groupales, et faire avancer le groupe à partir des affects et des éprouvés subjectifs. Donc, en utilisant les écrits de Didier Anzieux, de Wilfried Bion, par exemple, et de René Caès, qui ont travaillé sur les groupes restreints, les dynamiques de groupe à ces niveaux psychiques. Donc, le but n'est pas d'enliser les groupes dans la plainte et la seule expression de la souffrance, quand c'est le cas, mais bien de pouvoir élaborer et opérer des dégagements significatifs. Donc, moi, je propose des dispositifs plutôt de type GEAS, qui sont des groupes d'entraînement à l'analyse des situations éducatives. Il s'agit de travail de groupe, donc environ 10-15 personnes, réalisés en demi-journée sur une temporalité de 6 mois à 1 an, voire plus, avec le même animateur. Le travail porte exclusivement sur l'analyse de situations professionnelles apportées par les participants. Et cette démarche
Ah oui, ça, je l'ai dit. Cette démarche, elle permet donc un travail en 4 points, enfin moi que j'ai identifié en 4 points. Alors, évidemment, je ne les ai pas inventés, ces 4 points. Je les ai écrits d'une certaine manière en reprenant voilà, beaucoup de bibliographies, de textes de recherche et de fondements, hein, que ce soit chez Claudine Blanchard-Laville, chez Wilfried Bion, Didier Anzieux ou encore Michael Balint. Donc, le premier point, c'est vraiment un travail de la finesse et du sensible, d'accord, des aspects sensibles de la relation d'accompagnement, parce qu'on est dans une compréhension très fine des gestes et des manières d'agir et de penser sa relation avec l'autre. C'est vraiment ça, on va aller chercher quelque chose de très très fin dans ce travail. C'est aussi un travail de l'humilité et de l'incertitude, puisque c'est l'acceptation que la relation, elle nous échappe et qu'on ne peut pas la maîtriser, et qu'on n'est pas là pour trouver des solutions pour la maîtriser d'ailleurs. C'est aussi un travail du bousculement parce que c'est accepter de se transformer et de travailler les positions de résistance et parfois de rendre possibles des choses que l'on considérait avant comme étant de l'ordre de l'impossible. Et en ça bouscule puisque ça permet de se transformer. Et c'est un travail de la rencontre parce qu'il s'agit de comprendre l'autre dans sa réalité intime et affective professionnelle. Voilà, souvent, comme on le dit, on connaît les gens avec qui on travaille, mais la manière dont ils vivent affectivement leur situation de travail, ben, parfois on les connaît peu, et c'est vraiment ça qui va venir se jouer dans ces groupes. Donc, par exemple, pour illustrer cette démarche et les points qui sont travaillés, je vais vous donner 2 exemples, un qui est donc dans les milieux de soins et un dans une équipe de formateurs dans un IFSI, pour vous montrer là où on peut, enfin ce qu'on peut venir travailler, par exemple, comme question professionnelle. Le premier, donc ça concerne le port du soutien-gorge chez une patiente en EHPAD. Les soignants, en fait, dans cette situation, donc, sont en colère car ils se sentent maltraitants à mettre un soutien-gorge à cette dame âgée, parce que cette manipulation, en fait, est douloureuse et ils trouvent que ça ne sert à rien. La famille, elle oblige les soignants à le mettre, ce soutien-gorge, parce qu'elles savent, ces 2 filles savent combien c'est important pour leur mère. Donc la situation de tension éthique vient s'organiser autour de ce dilemme-là. Au bout de 2 heures de questionnement, d'explicitation, d'hypothèses de sens, un participant finit par poser la question et cette dame, elle dit quoi? Et elle en veut ou pas de son soutien-gorge? Et cette question, qui est en apparence anodine, dont personne n'avait évoqué avant ces 2 heures de travail, elle est anodine parce qu'elle paraît assez évidente et en fait, elle est venue recentrer le problème non pas sur la famille ni sur les soignants, mais sur la patiente, et offrir une nouvelle vision du soin auprès de cette patiente et de nouvelles pistes d'accompagnement au quotidien. Donc ça, c'est une première situation qui a vraiment permis des dégagements et finalement l'équipe qui était très en opposition en fait par rapport au positionnement, puisque certains étaient pour mettre le soutien-gorge et d'autres pour pas mettre le soutien-gorge. Le fait de recentrer sur le patient, tout d'un coup, il y a une cohésion d'équipe qui est apparue en se disant, bah oui, cette solution-là, cette piste-là, en fait, on ne l'a pas explorée. Et cette patiente, en fait, elle parle et elle peut s'exprimer, on lui a jamais demandé son avis. Donc c'était voilà une piste vraiment intéressante qui est venue se dégager au cours de l'APP. Et le second, ça concerne un dilemme éthique donc chez des formateurs qui n'ont pas, donc chez une formatrice qui n'a pas pu valider une évaluation de pratique chez un étudiant qui a tout fait parfaitement pendant son évaluation, mais l'évaluation durant 20 minutes, en fait, il n'a pas eu le temps de finir son travail, il lui aurait fallu 2 minutes de plus, et donc le soin a été arrêté par le formateur, puisque c'est une évaluation. Et les formateurs, donc, se retrouvent en tension entre respecter la norme à tout prix pour tout le monde de la même manière et dévier de la norme et laisser 1 minute de plus à l'étudiant pour qu'il puisse valider son évaluation, qui, en plus, évaluation de 3e année, a un impact direct sur le diplôme d'État. Au bout de 2 heures, la question d'un nouveau formateur qui vient d'arriver dans l'équipe a fait basculer la réflexion. La question, c'est pourquoi 20 minutes? Pourquoi le temps de 20 minutes?
Personne ne sait répondre à cette question et donc la compréhension de la situation débouche sur l'intérêt de cette norme stricte d'évaluation pour la professionnalisation des étudiants. En fait, qu'est-ce que nous formons comme étudiants futurs infirmiers et en quoi sanctionner un étudiant d'un diplôme d'État pour 1 minute de plus pour réaliser un soin technique est-il nécessaire ou pas? Donc, finalement, là aussi, les formateurs qui n'étaient pas d'accord et qui avaient des positions différentes se sont retrouvés tous au travail autour de cette même question pédagogique et donc qui a été très fructueuse ensuite, voilà, pour la suite. Donc ces 2 exemples, ils montrent vraiment combien ce travail il permet aux professionnels d'aller explorer les angles morts des situations et de considérer une situation dans d'autres perspectives. Comme on dit, c'est faire le pas de côté et aussi de donner de l'élan à sa pratique et de l'épaisseur. C'est-à-dire qu'on entre, c'est un peu comme si, il y avait quelque chose qui se révélait et qu'on entrait dans une autre dimension, un peu, voilà, c'est ça, on peut donner vraiment de l'épaisseur. Donc c'est un travail qui est souvent quand même éprouvant, hein, parce qu'il demande, beaucoup d'implication, mais il est nécessaire pour développer une réflexivité suffisante, comme j'aime le dire, pour rester attentif aux choses humaines et prendre conscience que nos actions éducatives et de soignants, elles ont un impact sur l'autre et sur son expérience, de vie. Donc ça, c'est vraiment, quelque chose d'important et donc pour animer ce dispositif, le cadre, il est très important. Il s'agit de permettre à chaque professionnel d'oser et de risquer à exposer ce qu'il ressent, ses doutes, ses râles aussi parfois, sa colère, ses déceptions, ses frustrations, dans l'espoir d'être compris et accueilli aussi par les autres. Pour cela, il faut un environnement qui est sécurisant, donc ça, c'est vraiment important, la sécurité, la confidentialité, donc un environnement confidentiel, respectueux et contenant, avec le sentiment d'une présence chaleureuse, qui porte et qui protège l'espace de la parole collective, avec un principe fondamental, ce qui est dit en APP reste en APP. Et donc rien ne doit, dans les APP, rien donc n'est utilisé pour causer du tort à celui qui l'a dit ou du préjudice à sa carrière. Hein, ce n'est pas un lieu de décision institutionnelle, ce n'est pas un lieu du jugement de qui a la bonne pratique ou qui a raison, qui a tort. L'animateur, il n'est pas là non plus pour déverser la bonne parole, ni la bonne pratique, ni mener la révolution non plus contre la direction ou de trancher pour des partis. Ce n'est pas sa position. Les enseignements des APP ne sont pas non plus des directives professionnelles à suivre, mais des repères pour orienter l'action. Ce point est très important. Donc c'est un espace où chacun s'engage à ne pas agresser, à ne pas blesser, à ne pas juger ses collègues, ni à les humilier. Lorsque cela arrive ou est vécu comme tel par l'un des participants, nous travaillons aussi sur les maladresses. Parce que parfois, la violence de ce qui vient avec les émotions, on peut être maladroit et cette maladresse-là, elle est travaillée aussi dans le groupe. Dans ce cadre, on ne se situe pas dans un rapport de force, mais les uns par rapport aux autres, mais dans un rapport bienveillant et de sollicitude les uns par rapport aux autres. Parce que c'est un engagement à parler de soi, donc de son soi professionnel et à écouter les autres. C'est prendre le temps d'écouter la voix des personnes qui sont impliquées dans leur quotidien. Et en prenant ce temps, nous résistons à la tendance à cibler une cause ou un coupable pour se décharger. Ce qui est souvent le cas au début, c'est essayer de trouver une cause ou essayer de trouver un coupable à notre difficulté. Le but du cadre, c'est vraiment de résister à ça. Nous résistons aussi à l'inertie collective qui paralyse parfois l'action professionnelle. Et nous évitons aussi la cristallisation des représentations collectives qui sont stéréotypées et binaires, comme par exemple les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, les bons étudiants, les mauvais étudiants, comme les bons parents, les mauvais parents, les bons formateurs, les mauvais formateurs. Voilà, tout ce qui va être lié à des stéréotypes parfois imaginaires vont être aussi travaillés et dépassés. Ces représentations collectives, donc ça, qui sont parfois imaginaires ou construites en fait par l'imaginaire groupal, une fois rendues conscientes, elles permettent d'assouplir les gestes et les manières de penser. Et donc chacun y avance à son rythme avec aussi ses propres résistances, ses positions, ses conflits et ses incompréhensions. Autant les participants d'ailleurs que l'animateur, évidemment. Hop,
je continue. Donc voilà comment on peut s'organiser pour être du coup la plus pragmatique. Pour terminer, je regarde l'heure, mais je crois que ça va. Voici comment ça peut s'organiser une séance. Donc chaque participant expose une situation professionnelle succinctement sur laquelle il aimerait travailler. Ça, c'est la première étape. Ensuite, les participants ensemble choisissent la situation avec l'accord du narrateur. Le narrateur, donc, lui, ensuite, va expliciter plus précisément sa situation. Donc, c'est lui qui a la parole. Et ensuite, les participants vont poser des questions d'explicitation et de clarification pour comprendre mieux la situation et pour qu'on ait le maximum d'éléments possibles pour comprendre la situation. Puis, une grande question va émerger, hein, qui est donc dite par le narrateur et l'animateur et le groupe qui va l'aider aussi à choisir cette question. Parfois, il n'y a pas une grande question qui émerge, mais une grande thématique. Voilà, ça dépend du groupe. Ensuite, les participants font des propositions, donnent des hypothèses de sens et d'action possibles. Et là, pendant cette phase, le narrateur reste silencieux et note. Il écrit les questions, les hypothèses de sens, mais il n'y répond pas. C'est vraiment un temps où lui, il va écouter, il va intérioriser les choses et il les garde pour lui. C'est d'ailleurs pas toujours facile, ce temps de silence. Et une fois terminé, une fois cette phase terminée, le narrateur va reprendre la parole et répondre aux propositions et questions sans obligation de répondre à toutes les questions ou toutes les hypothèses. Il y a des choses auxquelles il n'a pas envie d'aller, il n'y va pas. Ça, c'est son choix. Et en dernière étape, donc une fois terminé, l'animateur fait une synthèse des échanges et des mouvements du groupe, de la dynamique de groupe. Pour conscientiser aussi les mouvements, ce qui s'est passé pendant cette séquence. Et ensuite, chacun va noter sur un bout de papier quelque chose pour le narrateur, hein, qu'il pourra garder et relire ultérieurement chez lui plus tard. Voilà, chacun va vraiment noter ce qu'il a retenu de cette séance et pour venir laisser une trace pour le narrateur. Donc ces séances, elles s'organisent par demi-journée, 2h30, 3h minimum. Ce qui est intéressant aussi, parce qu'il y a donc, plusieurs dispositifs mis en place, mais c'est de travailler sur une journée entière avec une demi-journée en analyse de pratique professionnelle et de coupler cette demi-journée avec d'autres styles pédagogiques, par exemple de la médecine narrative, donc faire une matinée d'analyse de pratique professionnelle et l'après-midi de la médecine narrative, qui est un style pédagogique lié aussi à l'écriture et à la lecture, ou alors avec de la littérature professionnelle et scientifique qui peut être amenée par l'animateur ou chercher ensemble avec les formateurs pour travailler spécifiquement parfois des questions pédagogiques fines ou des questions du soin qui se sont posées lors de l'analyse de pratique professionnelle et pour lesquelles on aimerait bien aller rechercher encore davantage. Et du coup, on profite de cet après-midi pour aller trouver de la littérature scientifique et professionnelle pour pouvoir éclairer la problématique ou le dilemme éthique qui a été mis en évidence dans l'analyse des pratiques. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant, ce format-là. Parfois, en fonction des groupes et de l'état aussi émotionnel ou de souffrance d'un groupe, c'est difficile de faire l'analyse de pratiques professionnelles des fois le matin, quand on a une journée entière. Et donc, le matin peut être dédié aussi à un espace de parole ou de décharge qui permet ensuite de pouvoir engager le travail d'analyse de pratique. Voilà, c'est quelque chose qui peut aussi se voir comme ça. Mais en tout cas, ce couplage-là est vraiment intéressant. Donc, la formule d'une journée par mois, donc elle est vraiment propice, une journée par mois, c'est propice à ce travail car elle permet donc un réel avancement du groupe et une mise en mouvement dans la transformation des pratiques. Les participants se déplacent d'une attitude évaluative, donc faire bien, pas faire bien, être évalué par un écart par rapport à l'évaluation, vers une posture plutôt de recherche, et donc une posture de recherche de compréhension. Donc, qu'est-ce qui sous-tend tel ou tel agir ou telle conduite verbale? Et donc, je terminerai sur les mots que je trouve toujours très justes de Claudine Blanchard-Laville. Le désir de mener l'enquête autour de l'énigme représentée à chaque situation apportée est tout de suite beaucoup plus attractif que le désir de chacun de paraître à son avantage ou de briller au détriment des autres.
Voilà. Et je trouve que cette phrase, elle dit beaucoup de choses sur, voilà, sur l'importance que ce travail, que le cadre de ce travail permet. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'espère que j'ai pas été trop vite, c'était peut-être un peu dense. Donc, je vais maintenant, on est dans les délais, passer la parole donc à Nathalie Lemoine. Je remets Bonjour. voilà, qui est donc cadre pédagogique, cadre supérieur pédagogique à l'IFSI de Neuilly-sur-Marne. Et donc, il va présenter la mise en place d'un dispositif d'APP au sein d'un IFSI. Merci Camille. Bonjour à tous. Donc effectivement, Nathalie Lemoine, je suis responsable pédagogique sur la filière infirmière. Je vais essayer de régler le micro. Au niveau de l'Institut de formation Théodore Simon, je précise la filière infirmière. Je précise que je suis sur la filière infirmière parce qu'il y a d'autres filières de formation sur l'Institut, la formation notamment aide-soignante et auxiliaire de puère, entre autres, avec d'autres. Alors, donc, je vais vous raconter un peu comment on en est venu à solliciter Formaction et Camille au niveau des séances d'APP au sein de l'équipe. Donc, au niveau du contexte, parce que c'est le contexte qui va aider à comprendre au mieux cette demande, il y a depuis le Covid, le premier élément, c'est depuis le Covid, avec les événements qui se sont passés, une augmentation du nombre d'étudiants infirmiers à former. Et l'Institut est passé des promotions de 200 étudiants à 220 étudiants en première année, puis une augmentation à chaque fois tous les ans. Donc, ce qui fait qu'on est aujourd'hui en 2025, on a le retentissement, on a quand même 63 étudiants en plus au total sur l'ensemble des 3 promotions. Et c'est déjà une augmentation de la charge de travail. Par ailleurs, au niveau de l'équipe, depuis quelques années, au niveau de l'équipe de formatrices, il y a des départs à la retraite. Des départs à la retraite, mais aussi des départs pour des formatrices à qui on a proposé d'autres postes. Donc, il y a eu pas mal de départs et des arrivées. Et ça, depuis quelques années, depuis, je dirais, environ 4 ans, il y a ce mouvement qui commence à s'installer finalement. On a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Voilà, un mouvement qui n'existait pas auparavant dans cette équipe. Cette équipe était très stable, très installée et avec même une pratique pédagogique et une organisation tellement intégrée qu'elle était implicite et qu'elle n'était pas forcément visible pour les nouveaux arrivants. Et ça a généré du coup l'arrivée de nouvelles personnes a engendré un questionnement. Hein. Donc, quand on arrive, on questionne l'organisation. Donc, il y a eu un questionnement important de la part des nouveaux arrivants avec une remise en question très forte des pratiques existantes pour les anciennes. Je parle d'anciennes parce qu'il y a eu une période où les formatrices donc qui étaient depuis quelques années dans l'Institut finissaient par se sentir anciennes et les nouvelles, elles s'appelaient les nouvelles. Donc, il y avait comme une opposition finalement entre nous les anciennes et nous les nouvelles. Ce qui fait que tous ces changements ont généré un changement d'identité du groupe de formateurs et derrière avec une perte de sens exprimée. Et à ces mouvements se sont aussi ajoutés il y a 2-3 ans des changements aussi au niveau de la direction, au niveau de la coordination. On a 3 coordinatrices pédagogiques. Elles sont toutes arrivées entre 2 et il y a entre 2 et 4 ans. Et moi-même, je suis arrivée il y a 3 ans. Donc ça questionne aussi le fond de l'organisation. On a amené aussi ce questionnement-là. Et ça a été très déstabilisant pour l'équipe. Alors, à cette charge de travail, donc c'est en suivi une perte de sens,
perte du sentiment du travail bien fait, puisqu'elles le disent, hein, elles l'expriment, il y a beaucoup de travail, on a beaucoup de travail. Il faut aussi former les nouvelles personnes qui arrivent, ce qui rajoute à la charge de travail. Et dans ce contexte-là de mouvance, eh bien, il y a le nouveau référentiel de formation infirmier qui va bientôt arriver et qu'il va falloir mettre en œuvre. Et donc, on a évoqué l'idée d'organiser notre temps de travail actuel avec l'équipe pour se dégager du temps pour pouvoir mettre en œuvre ce nouveau référentiel qui va arriver, donc qui est a priori à mettre en œuvre soit pour septembre 2025 ou septembre 2026. Et là, ça a renforcé finalement ce sentiment de déséquilibre au niveau de l'équipe, ce sentiment d'insécurité, puisqu'il y a déjà, dans ce qu'elles expriment, beaucoup de travail. Et il faut encore repenser le dispositif pour derrière avoir ce travail supplémentaire de mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Et ça a finalement accéléré peut-être le processus, ce nouveau référentiel, de perte de sentiment de travail bien fait. Elles ont beaucoup de travail et donc elles ont l'impression de ne plus réussir à réaliser leur travail de façon qualitative. Et quand on explique qu'il y a des choses qu'on peut repenser pour être plus pragmatique ou se dégager du temps, donc, ce qu'elles exprimaient, c'était de se dire, mais donc on doit faire moins bien notre travail. C'est ça qu'on nous demande, de faire moins bien notre travail. Et avec un sentiment de perte de qualité dans ce qu'elles font, donc, ce qui majore cette perte de sens au travail. D'autant plus qu'elles sont très, très impliquées. Ce que tu disais, Camille, il y a vraiment un sentiment, une implication très, très forte. Donc, ce sentiment de perte de sens est encore plus mal vécu. Donc, il y a une souffrance au niveau de l'équipe et la souffrance était telle que je vais reprendre tes mots, Camille, parce que tu as dit qu'il y avait une position de résistance. Dans tout ce qui était proposé, finalement, il y a une résistance systématique qui s'est installée du groupe avec cette espèce d'autorégulation dans le groupe où peut-être que certaines avaient envie aussi d'agir, mais finalement, elles étaient empêchées par le groupe. Donc, avec tout ce qu'elles ont exprimé, on s'est dit on va organiser des séances d'APP. Ce qui nous semblait important à travers ces séances, c'est de montrer à l'équipe qu'on reconnaît cette souffrance, qu'elle puisse déposer ça et qu'on leur montre qu'on l'entend et qu'on la reconnaît, qu'on reconnaît cette surcharge de travail et la souffrance qu'elle génère aujourd'hui, au point d'être trop envahissante pour permettre la réflexion collective sur l'évolution du métier. Et donc, les objectifs que nous avons échangé avec Camille, c'était de permettre, donc de créer cet espace-temps, cette pause dans le quotidien pour leur permettre déjà de déposer ce qui les fait souffrir, parce là, c'est l'émotion qui prend le dessus, et permettre donc de réfléchir, permettre cette prise de distance par rapport à leur pratique derrière, par rapport à ce qu'elles vivent, par rapport à l'organisation, par rapport à leur quotidien professionnel, pour s'extraire un peu de ces émotions, de cette souffrance, de cette perception négative, pour derrière pouvoir aborder donc le dispositif, la pratique, le quotidien sous un angle plus constructif. C'est redonner un sens positif à ce qu'elles font pour redynamiser l'équipe derrière. Au préalable, on avait dans l'idée, puisque l'équipe a ce changement d'identité de groupe, pour nous, nécessitait aussi de refaire une cohésion, de recréer une cohésion d'équipe. Et avant de penser les APP, avant que ça nous vienne à l'esprit, on était dans cette dynamique d'organiser un séminaire sur la cohésion d'équipe, ce que vous proposez d'ailleurs à Formaction. Mais la souffrance était telle à ce moment-là que c'était inenvisageable de penser à des solutions, de penser à avancer alors qu'elles avaient une souffrance exprimée, elles avaient le sentiment qu'on ne les entendait pas aussi par rapport à cette souffrance et par rapport à cette charge de travail. Donc on a démarré les séances d'APP, il y a eu 2 séances qui se sont déroulées
Pour favoriser aussi cette prise de distance, on a fait le choix d'intégrer les formatrices de la filière aide-soignante et auxiliaire de puère, qui n'ont pas du tout le même contexte de travail, donc avec les changements annoncés, et qui sont à effectif beaucoup plus réduit, parce que je n'ai pas expliqué non plus que c'est une équipe de 25 formateurs, ce qui est assez conséquent. Donc, ont intégré ces séances d'APP trois formatrices de la filière auxiliaire de puère et 3 formatrices de la filière aide-soignante. Donc, les 2 séances se sont déroulées au mois de novembre et décembre avec 2 groupes, sous forme de 2 groupes de 15 et groupes non imposés. On les a laissés se positionner sur les groupes. On n'a pas eu la possibilité de maintenir les mêmes groupes entre la première et la deuxième séance. Donc, les groupes ont été différents à la deuxième séance. Et d'ailleurs, je remercie Camille parce que du coup, tu as nécessité une adaptation. Mais pour les séances à venir, on a fait le choix de maintenir donc, à partir de la 3e séance, les groupes seront identiques. Parce que dans ce souci de stabilité et que les formateurs ont souhaité, je pense par rapport à un sentiment de sécurité au sein du groupe, avoir les mêmes personnes. Voilà, donc ces séances se poursuivent et les prochaines ont lieu au mois de février. Il y en a 6 autres qui sont programmées. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, donc nous poursuivons. Donc, si vous avez des questions, hein, que ce soit pour Nathalie, pour moi ou ensuite pour Gaëtan, voilà, on aura le temps d'échange après nos 3 interventions. Donc, nous allons passer la parole à Gaëtan Brault, donc, qui est psychologue clinicien et qui va parler des spécificités de l'APP en crèche et donc dans le domaine de la petite enfance. Alors, merci beaucoup, Madame Baudouin et Madame Lemoine. Tout le monde m'entend bien, là? Oui, enfin, moi, Oui, moi, c'est j'entends bon, bien. Gaëtan, pas de problème. C'est Oui, bon. je suis un peu grippé, donc forcément, mon élocution peut en pâtir. En tout cas, je disais merci beaucoup à Madame Baudouin et Madame Lemoine qui, je trouve, ont déjà planté un décor et fait une introduction. Et je pense que je vais reformuler une partie de leurs idées. Madame Baudouin, effectivement, merci beaucoup d'avoir parlé aussi de votre parcours. Je pense que c'est très important que l'intervenant en APP ait un parcours professionnel. Et je pense que ça, c'est important et qu'il y ait une notion de partage aussi entre l'intervenant APP et les participants. Donc, moi, ça fait 28 ans que je suis psychologue clinicien. J'ai été hospitalier la moitié de ma carrière professionnelle et puis mon autre partie de travail plutôt en protection de l'enfance et avec les bébés. Donc j'ai animé, voici quelques années, une APP en crèche pendant 3 ans. Et en réfléchissant un petit peu à une présentation pour aujourd'hui, j'ai vraiment eu l'impression que l'APP en crèche, c'était avant toute chose le fait de tenir 2 pôles bien reliés l'un avec l'autre, sans qu'un de ces 2 pôles n'en domine un autre. Donc, ces 2 pôles, ça a été dit par Madame Baudouin et Madame Lemoine, c'est la question des émotions. Et effectivement, en crèche, les émotions sont très importantes. Elles sont à la fois, je trouve, importantes, mais aussi difficilement formalisables. Hein, ça vient du fait que le bébé exprime peu ses émotions. Elles sont peu formalisables aussi, puisque vous devez savoir que le bébé ne fait pas trop la différence entre ses émotions et celui de l'adulte qui est à sa proximité. Et donc, voilà, ça, plus aussi peut-être le fait que aujourd'hui, je crois que les crèches disent 2 aspects. Ils disent que les parents sont en perte de repère sur l'éducatif et le lien aux enfants. Et les crèches disent aussi que, enfin, à tort ou à raison, mais en tout cas, ils disent que les enfants à difficulté
les enfants avec des pressings de TSA, les enfants avec des difficultés développementales, les enfants avec des crises, des agitations, seraient plus fréquents aujourd'hui qu'autrefois. Les enfants mordeurs aussi. Hein, donc, voilà, il y a des émotions aussi qui sont liées à des fortes inquiétudes qu'on a sur le petit. En tout cas, voilà, le premier pôle peut-être, c'est que les salariés des crèches ont besoin d'exprimer leurs émotions. Alors leurs émotions aussi dans le rapport aux parents, hein, parce que une grosse partie des APP en crèche, en fin de compte, traite un peu de la communication ou de la difficulté de communication avec les parents. Par contre, c'est pour ça que je vous parlais de deux pôles, ce premier pôle des émotions et un deuxième pôle qui, moi, j'ai appelé, mais que Madame Baudouin avait formalisé un peu peut-être de médecine narrative ou de recherche documentaire. En tout cas, un deuxième pôle qui est le travail sur des outils pratiques autour de l'enfant. Et en APP, on faisait toujours des allers-retours entre ces deux pôles-là. Et donc le deuxième pôle, c'est réfléchir à des grands thèmes avec des questions pratiques et qu'on a parfois formalisées sous forme d'écrit. C'est-à-dire que ça nous est arrivé de faire des APP en crèche et de conclure ces APP par l'écriture. Alors, vous devez savoir que ce qui nous fait de l'inquiétude avec les petits, c'est la question du retard développemental ou en tout cas de l'arrêt dans les acquisitions du tout petit. Donc déjà, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant arrête ses acquisitions? Qu'est-ce qui fait qu'il ne se développe plus? Et est-ce que ce seul fait vient nous dire que l'enfant est en souffrance ou pas? En fin de compte, c'est bien plus compliqué que ça, et il ne faut pas ce seul critère pour dire qu'un enfant est en souffrance. Ça peut être transitoire, ça peut être dû à des douleurs, ça peut être, voilà, ça peut se résoudre assez rapidement dans une communication avec les parents. Voilà, donc comment on fait pour statuer vraiment que l'enfant a un souci développemental? Et aussi, ce qu'on sait, et donc il y a beaucoup de salariés de crèche qui parlent de ça, il y a beaucoup de salariés de crèche qui disent un enfant en souffrance, c'est un enfant qui présente tel signe. Donc, un enfant qui ne regarde pas, un enfant qui n'est pas en relation, un enfant qui ne sourit pas, un enfant que l'on touche. Hein, c'est pour ça que la question de l'APP en crèche, elle concerne aussi beaucoup la question du toucher. Un enfant que l'on touche en crèche et qui est raide à certains endroits du corps et à d'autres endroits du corps très mou, ce qu'on appelle les asymétries corporelles. D'autres salariés vont vous dire un enfant qui s'auto-balance, un enfant qui a un clapping, hein, vous savez, ce petit geste que font les enfants pour s'auto-stimuler, s'auto-calmer. Tous ces enfants-là sont en souffrance. En fin de compte, l'APP, et Mme Baudouin l'a bien dit, c'est tenter de ramener de la complexité dans le groupe et tenter de dire que, en fin de compte, un enfant en souffrance, c'est surtout un enfant qui cumule un certain nombre de facteurs et de signes. Ce n'est pas un seul facteur, soit d'observation, soit relation. Vous voyez, par exemple, on peut aussi penser à ces enfants qui souhaitent rester à la crèche et ne pas repartir avec leurs parents. Hein, certaines auxiliaires de puériculture vont vous dire « Ah bah ça veut dire que l'enfant est en souffrance ». Ben, pas forcément. Voilà. Ça aussi, ça peut... L'APP va nous ramener une complexité interrogative et de recherche de causalité. Et va aussi rassurer, hein, parce que dans la recherche de ces outils, moi je me suis souvent rendu compte que, en faisant les allers-retours entre le vécu émotionnel des participants et vraiment une mesure un peu plus précise de l'état de l'enfant, eh ben, on s'éloignait de deux écueils qui sont soit on est surfocalisé parce que l'enfant nous inquiète énormément, ou alors on ne voit pas du tout que l'enfant est en souffrance. On a ces deux écueils-là, c'est-à-dire l'aveuglement ou alors le fait de trop voir. Et on a du mal à se positionner dans un entre-deux qui serait plus fondateur. Voilà. Donc en tout cas, pour ces 3 ans passés en APP en crèche, je me suis vraiment rendu compte que chaque séance était voilà, le départ d'une émotion, c'est-à-dire un enfant, Madame Baudouin a donné des exemples assez fondateurs, je trouve, mais moi, il m'est souvent arrivé
d'une demi-journée entière avec un bébé, une auxiliaire de puériculture, qui dit qu'elle n'a pas pu entrer en relation du tout avec l'enfant, ou qu'elle ne l'a pas entendu vocaliser du tout. Voilà, donc on partait d'un vécu émotionnel et puis effectivement plutôt d'une impossibilité. Alors, je voulais aussi revenir, une fois dit que l'APP en crèche, à mon sens, est quelque chose qui est lié à une expression des émotions, mais expression des émotions qui est bornée par l'apport d'outils techniques et de réflexion technique sur l'état de l'enfant. Je voulais revenir un petit peu aussi, alors Madame Baudouin l'a très bien dit, mais je voulais reformuler un petit peu ce qu'il en est des règles de l'APP, parce qu'en fin de compte, il nous faut toujours les réénoncer, je crois, parce qu'elles sont régulièrement mises à mal. En tout cas, il en est de la question alors, Madame Baudouin, vous avez parlé du mot cadre, moi je dirais établir un climat, en tout cas comme un creuset, on pourrait dire, qui vient définir effectivement un groupe et qui va lui donner de la sécurité. Parce que, en fin de compte, vous l'avez dit, l'un des buts de l'APP, c'est de générer des questions. Et quand on génère des questions, on est insécurisé, ça nous fait peur, parce que c'est toujours mieux les réponses plutôt que les questions. Parce que les questions, c'est quelque chose qui peut angoisser aussi. Donc, en tout cas, je voulais revenir un petit peu sur les règles de l'APP, les reformuler par rapport à ce que Madame Baudouin avait dit. Effectivement, c'est un lieu d'absence de jugement. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça s'appelle analyse des pratiques professionnelles qu'on va juger de bonnes pratiques. Vous voyez par exemple, souvent ce qui a été dit, c'est les salariés qui parlent trop vite, qui parlent trop fort, qui crient. Effectivement, tous ces comportements-là sont assez délétères pour le bébé. Mais vu que l'APP est dans une posture de non-jugement, on va plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené des salariés à avoir un débordement des émotions et à avoir, comment dire, une sorte de blocage des émotions. Parce que la parole accélérée, la parole trop haute, la parole qui n'est pas très accordée à l'enfant, effectivement, c'est pas bon pour le développement de l'enfant ni pour son climat de sécurité, mais très souvent, ça a quand même un historique. Alors, cet historique, il est à rechercher justement du côté des émotions des salariés. Et je me rappelle d'une situation où une auxiliaire de puériculture avait tenté de mobiliser son encadrement sur le fait qu'elle se sentait s'éteindre auprès d'un enfant. C'est-à-dire qu'elle s'éteignait elle-même comme une bougie. Et ce vécu émotionnel, vous voyez, on pourrait dire ça n'a pas très d'importance, parce que voilà, ça paraît sans importance. En fin de compte, ce bébé avait transféré sur elle ce qu'il en était de son état psychique à lui. Et elle n'avait pas pu le verbaliser, elle n'avait pas pu l'exprimer, et ça faisait déjà des années. Voilà. Et ce bébé avait été placé, ensuite, il y avait eu un placement avec le concours force publique, des événements quand même dramatiques. Et elle restait avec sa culpabilité de ne pas avoir pu faire passer cette émotion-là, qui était pourtant une sacrée capacité diagnostique de cet enfant qui était déjà en train de se désaccorder du contact à l'autre. Donc, voilà, absence de jugement. Effectivement, l'APP, on ne juge pas les comportements ni les professionnels, on tente de les comprendre et d'en comprendre l'historique. L'assurance de la confidentialité. Ça, c'est très, très important aussi. On pourrait juger négatif le fait que des salariés disent « Ah ben cet enfant, j'arrive pas à le voir, cet enfant, j'arrive pas à le regarder, cet enfant me fatigue, cet enfant m'énerve. » Voilà, on pourrait juger négatif un tel propos. Mais en APP, ce n'est pas jugé comme négatif. C'est jugé comme le début d'une investigation, le début d'une réflexion. Et effectivement, nous avons des enfants en crèche qui vont être ce qu'on appelle peu appétants ou non appétants. Et ça va être le début d'une inquiétude qu'on a à avoir sur eux. Et heureusement que les professionnels peuvent exprimer
alors, certains ont parlé de contre-transfert négatif, mais moi je préfère parler d'enfants non appétents, parce que souvent, c'est comme ça que va démarrer un peu la compréhension de l'enfant et de sa famille. Une bienveillance mutuelle aussi, ça a été dit, c'est-à-dire que dans l'APP, on veille à ce qu'il n'y ait pas de professeur. L'intervenant APP n'est pas un professeur, mais au sein du groupe, il n'y a pas non plus de professeur. Il n'y a pas quelqu'un qui sait mieux qu'un autre. Chaque parole est intéressante, chaque parole est à écouter dans son égalité d'intérêt. Et c'est pour ça que moi, je privilégie assez souvent en APP un tour de table régulier. C'est-à-dire qu'on pose une problématique et ensuite chacun s'exprime de manière régulière avec des hypothèses, des questions. Donc tous les points de vue sont bons à entendre. Alors peut-être Madame Baudouin, je voulais repréciser moi une règle que j'utilise aussi en APP et qui me semble un peu fondatrice, qui est, et vous l'avez dit à votre façon, mais en tout cas moi je dis toujours aux participants qu'on ne mentionne jamais un absent. Voilà, on ne mentionne pas les absents. On parle de nous, de ce qu'on ressent. Parce que vous remarquerez bien que quand on fait une APP, quand on parle des absents, assez rapidement, ces absents sont négatifs. Et donc, quand on traite le négatif en le situant chez les absents, en fin de compte, ce n'est pas un bon traitement. Le négatif, il vaut mieux le traiter en soi, à l'intérieur de soi, se dire... Donc, je veille moi aussi assez régulièrement, quand on parle des absents, mais que fait la PMI? Et pourquoi l'enfant il est resté à l'hôpital si peu de temps? Et voilà. Je dis non, on n'est pas là pour ça. On ne parle pas des absents. Voilà. Chaque service aujourd'hui a des grandes difficultés. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller parler des absents, surtout qu'assez rapidement, en fin de compte, on va chercher leur faute à ces absents. Donc c'est en tout cas pas très fondateur. Vous l'avez dit, Madame Baudouin, l'APP, elle vise aussi à complexifier les problématiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un enfant, il a telle difficulté ou tel ressenti ou telle complication dans son développement ou dans sa mémorisation, eh ben on a vite tendance à donner des réponses toutes faites. Du genre, la maman, elle ne le punit pas. Voilà. Une réponse toute faite, assez rapide, qu'on entend assez souvent lors des APP en crèche. Sauf que là aussi, il va falloir complexifier, puis dire un peu aux différents participants que la punition d'un enfant, c'est quelque chose d'éminemment compliqué et d'éminemment intriqué. Là, par exemple, la situation auquel je pense, cette maman, elle était sous le coup de violence conjugale, et l'ordonnance d'éloignement qui avait concerné le conjoint violent n'était pas exercée. Et ce monsieur, il était toujours à proximité du domicile familial. Donc cette maman, elle était en hypervigilance, et elle n'arrivait pas du tout à se consacrer aux besoins fondamentaux de son enfant. Donc les différents intervenants de la crèche, au fur et à mesure, ont fini par faire émerger ces complexités-là. Alors, je trouve qu'il y a une démarche éthique aussi dans l'APP qui est, Madame Baudouin, vous l'avez très bien dit, qui est la maturation de la pensée. On le sait, là en 2025, on est dans une accélération des procédures. Madame Lemoine, d'ailleurs, vous avez dû le dire aussi à votre façon, hein, tout s'accélère, tout va très vite. Les institutions, elles sont dans une rapidité qui est vraiment excessive, et en fin de compte, ça nuit à la pensée. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que c'est aussi ce qu'on dit de la surexposition aux écrans, hein, que ça accélère le psychisme. Donc, en tout cas, l'APP, c'est un temps d'arrêt et un temps de maturation. On a 2 heures, 2 heures et demie devant nous, et on laisse maturer sans que forcément une réponse toute faite, immédiate, n'arrive. Et j'ai bien aimé tout à l'heure votre exemple, Madame Baudouin, sur effectivement, assez souvent quand cette maturation, on la laisse se produire, quand 2 heures d'analyse et de verbalisation des uns des autres, de différentes hypothèses, en fin de compte, on en revient un peu à l'essentiel, à la simplicité
et aussi à la question du libre arbitre. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est pareil, je pense à une autre situation où, comment dire, cet enfant qui faisait beaucoup de crises en crèche, et on a fini par se rendre compte que la maman, elle prenait son enfant quand elle l'a récupéré le soir, sans trop lui parler, sans trop lui adresser la parole. Et donc, une des réponses toutes faites, ça aurait été de dire que la maman s'y prenait mal, puisqu'elle n'accompagnait pas le portage de son enfant. Vous savez que le portage d'un bébé doit être accompagné et précédé de la parole et de la pensée de l'adulte. Et en fin de compte, là aussi, après 2 heures et demie de réflexion et tout ça, on s'est rendu compte que cette dame, elle avait subi un parcours migratoire qui avait été fait d'imprévisibilité, d'absence de prévision, d'absence de mots, d'absence de paroles. Et donc, c'était venu perturber cette question de on parle à un enfant avant de s'occuper de lui, avant de le laisser et avant de le reprendre aussi. Donc voilà, en tout cas, la maturation du temps, c'est quelque chose de très important. Pendant cette maturation du temps, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de susciter des questions qui n'ont pas émergé, des questions auxquelles on n'a pas pensé, des questions cachées, en fin de compte, on pourrait dire. C'est pour ça qu'il y a une notion d'enquête aussi. Cette notion-là, elle est assez importante. Quand on parle des émotions, dans ce climat de confiance, il y a aussi, bien sûr, la notion de reformuler les émotions, mais aussi de les imager. Parce qu'avec le tout petit, les émotions, au début, elles n'ont pas de forme, elles n'ont pas de désignation, elles n'ont pas de... Voilà, elles se mélangent beaucoup avec la douleur physique aussi. Donc, reformuler et donner des images aux émotions, c'est quelque chose qui est très important et qui est nourri par les APP. Beaucoup d'auxiliaires de puériculture ou de salariés de crèche vont dire ah bah cet enfant c'est un TGV, cet enfant c'est le tonnerre, cet enfant c'est un soleil. Voilà. Et cette mise en image, c'est déjà une première manière de formaliser les émotions et donc de leur donner un cadre et donc quelque part de les réguler aussi. Voilà, je voudrais peut-être dire un dernier mot aussi. Je trouve que l'APP est une manière de valoriser un certain type d'écoute. On pourrait dire qu'il y a les professionnels de l'écoute, les psychiatres, les psychologues, les pédiatres, les infirmières, les éducatrices de jeunes enfants. On pourrait dire qu'il y a des professionnels de l'écoute. Je pense, et avec les années qui passent, et puis les APP menées, qu'il n'en est rien en fin de compte. Il n'y a pas de professionnels de l'écoute. Par contre, il y a un raté de l'écoute. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à écouter un enfant, on n'arrive pas à écouter un parent. On prend conscience de cela en groupe, et puis les autres nous disent « Ah ben moi, ça m'est arrivé aussi. Moi aussi, je n'ai pas réussi à écouter un enfant, ou je n'ai pas réussi à écouter une famille. » Et donc cette prise de conscience du raté à l'écoute, ce que Madame Baudouin vous avez nommé résistance, quand elle est apaisée, non jugeante, partagée en groupe, eh bien, elle devient une vraie écoute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de professionnel de l'écoute, il y a des ratés à l'écoute. C'est-à-dire qu'on rate tous, quelle que soit notre profession. Voilà. Et l'APP vient valoriser, en fin de compte, une sorte d'échec à l'écoute. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Alors, ensuite, donc, à ces trois interventions, eh bien, on va du coup vous laisser la parole sur ce dernier temps. Il nous reste 20 minutes, 25 minutes même. Donc, alors peut-être qu'il y a des questions qui ont été posées dans l'item question, ou si certains veulent prendre la parole. C'est à vous. Hop, je peux remettre en grand. Juste petite précision, vous pouvez soit poser vos questions par écrit dans l'onglet Q&A au-dessus, soit vous pouvez lever la main et à ce moment-là, je vous activerai votre micro. Il y a une question sur le Q&A. Il y a quelqu'un qui explique, qui demande comment animer une APP quand les participants ne participent pas ou ne proposent pas de situation, et ce, malgré les conditions respectées que vous avez décrites,
Ou comment favoriser la parole pour une population d'étudiants infirmiers? Alors ça, c'est une question très intéressante, effectivement, parce que sans situation, c'est quand même difficile de faire de l'analyse de situation professionnelle sans avoir de situation. Alors peut-être se questionner sur le cadre qui est mis en place ou les faire travailler sur qu'est-ce qui les amène à ne pas proposer de situation et ne pas s'emparer de ce cadre-là. Pour essayer de comprendre justement, en fait, cette situation peut être une situation, enfin, en elle-même est une situation d'APP finalement. Voilà, parce que quand aucun participant ne veut prendre la parole, est-ce qu'il y a une problématique de sécurité? Est-ce qu'il y a une problématique de contenance? Est-ce qu'ils se sentent pas libres de parler? Est-ce qu'ils ont peur de quelque chose? Parfois, chez les étudiants, on peut retrouver, voilà, la spécificité de l'accompagnement des étudiants en IFSI à travers les APP, c'est que les formateurs, pour la plupart des formateurs, mais même quand ils ne le sont pas, sont cadres formateurs. Le cadre formateur, cadre de santé et le supérieur hiérarchique de l'infirmier dans la hiérarchie hospitalière. Même si les formateurs ne tiennent pas à cette position hiérarchique, puisque cette position hiérarchique n'est pas forcément propice à la pédagogie, à l'apprentissage, et encore moins dans l'animation des APP, les étudiants ont parfois une peur, ou un imaginaire en tout cas, qu'il y a des choses qu'ils ont le droit et pas le droit de dire au cadre. Et donc ne pas réussir à parler librement et à cacher certaines choses et ne pas s'engager dans les APP ou alors exprimer des choses extrêmement stéréotypées. Alors de peur que les éléments soient amenés dans l'équipe entière ou soient partagés, sortent de l'APP. Donc peut-être qu'il faut se questionner là par rapport à cette question, si c'est une situation vécue, sur est-ce que les étudiants ont pu entendre ou alors est-ce que des éléments qui ont été dits en APP ont été repris dans des suivis pédagogiques, par exemple. Voilà, ça, ce genre de choses, si par exemple le formateur qui anime l'APP a été voir le référent pédagogique d'un étudiant qui a énoncé une situation en APP pour lui dire que cet étudiant est en difficulté, voilà ce qu'il a raconté, voilà ce qui s'est passé, et que suite à ça, l'étudiant est vu en suivi pédagogique par un autre formateur, ça veut dire que des choses de l'APP sont sorties du groupe d'APP. Et ça nuit complètement à la confiance en fait et à la liberté de la parole. Donc peut-être essayer de trouver qu'est-ce qui amène les étudiants à ne pas s'engager. C'est ça. Alors peut-être c'est la personne qui a posé la question, si vous pouvez reprendre la parole, si et c'est ça, et que les étudiants comprennent bien le sens aussi de ce travail qui est mené et qui n'est pas évident à mettre en place en IFSI. Donc nous, moi, j'accompagne aussi hein, la mise en place des dispositifs d'APP auprès des étudiants. Parce que souvent, une des complexités, c'est que comme je l'ai dit, comme Gaëtan l'a dit aussi, et comme Nathalie en a fait euh, aussi l'explication dans le dispositif d'APP doit être mené par le même animateur. Et parfois, en IFSI, les groupes d'APP changent à chaque APP et sont réalisés soit avec des groupes différents, voire avec des animateurs, des formateurs différents à chaque fois. Ce qui fait qu'on n'a pas un suivi en fait dans les séances. Et ça peut permettre une inertie, enfin, ça peut amener en tout cas à une inertie dans la réflexion. Je peux intervenir, peut-être le temps la personne d'allumer son micro, parce que ça fait, moi ça questionne aussi, je trouve, puisqu'on s'était posé la question sur la notion de volontariat dans la séance d'APP. Est-ce que, bon là ce sont les étudiants, donc c'est une autre population, mais est-ce qu'on impose ou pas? Où je m'entends. Oui. Est-ce qu'on impose ou pas la séance d'APP? Parce que si c'est imposé, c'est pas le même investissement de la personne que si, c'est bizarre, que si elle est volontaire. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Mon micro ne fonctionnait pas, il fonctionne. Oui. D'accord. Donc c'est moi qui ai posé la question. Donc sur notre IFSI, les séances d'APP sont imposées pour les étudiants. En tout cas, je parle de mon cas, hein.
les conditions sont respectées, ce qui se passe à l'APP reste à l'APP. Voilà, mais en fait, je ne sais pas si c'est pas une envie ou une timidité, mais pourtant ils savent, enfin, comme c'est imposé, ils savent qu'ils doivent normalement arriver, ou en tout cas avec des situations qui les ont questionnés. Et au bout d'une demi-heure, personnellement, moi, je sors les rames, quoi. Enfin, je ne peux pas, moi, parler pendant 30 minutes. C'est un temps qui leur est dédié. Donc, est-ce qu'il y a des outils qui existent pour justement favoriser la communication? En faisant un tour de table, ben, ils n'ont rien à raconter, comme s'ils n'avaient rien vécu en stage. Voilà, donc moi, j'avoue que ça me met en difficulté. Il y a, pourquoi on s'entend deux fois là? Oui, je sais pas, il y a un... Parce que c'est le micro de Marie-Lu qui est allumé. Du coup, je pense qu'on entend. Merci. Ça doit être mieux, non? Oui, je pense. C'est bon comme ça? C'est mieux? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, Gaëtan. D'accord. Oui. Je remercie beaucoup la personne qui a posé la question là, parce que je trouve que effectivement c'est une des problématiques. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs explicatifs. En fin de compte, il y a des préalables à l'APP sur la définition de l'institution dans laquelle sont les salariés. Comment cette institution elle est définie. Et aujourd'hui, je trouve que les salariés et donc les étudiants aussi, ils sont dans des institutions qui ne sont pas en forme et qui sont avec des conduites à tenir. Et donc, je ne sais pas, je vous donne un tout petit exemple qui m'est arrivé il y a quelque temps. Il y avait des jeunes, des étudiants qui étaient dans une maison d'enfants et il y avait une procédure qui leur avait été donnée sur un certain type de trouble d'enfant. Et en fin de compte, cette procédure, eh ben, elle était totalement antinomique de toute forme de question et d'émotion. Et donc, ça venait invalider quelque part l'APP. Donc, je me dis, avant l'APP, il y a une réflexion peut-être sur les institutions à mener. Est-ce que l'institution, elle est ouverte? Est-ce qu'elle est ouverte au questionnement, à l'interrogation, au doute, au fait de maturer aussi la pensée, laisser la pensée se maturer? Et là, vous voyez, c'est pareil, il y a un jeune étudiant infirmier là, qui m'a dit récemment qu'il n'était pas bien parce qu'il avait entendu du pédopsychiatre TDAH, donc Ritaline. Donc des pensées comme ça, diagnostiques très, très sèches, avec un traitement très sec aussi. Et donc là, l'infirmier, ben, il n'a pas de place là-dedans. Vous voyez, parce que c'est avec des diagnostics. Et aujourd'hui, je trouve que le corps médical, il est pas bien, il n'est pas en forme, parce qu'il y a aussi beaucoup de psychiatres qui disent que ben, l'aspect plurifactoriel d'un diagnostic, ils n'ont plus le temps de le faire. L'aspect psychothérapique, ils n'ont plus le temps de le faire. L'aspect aussi écoute de l'histoire familiale, ils n'ont plus le temps de le faire. Et donc, ils en viennent à des diagnostics très, très secs, très rapides. Voilà. Donc, peut-être que l'APP vient redire un autre des besoins importants. Et là, sur ce que vous êtes en train de dire, moi, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut patienter parce qu'ils vont finir par y arriver. Moi, il m'est arrivé de faire des séances d'APP comme ça où j'avais un silence très prolongé. Voilà. Et par contre, j'ai pris le temps de reformuler que voilà, le doute, les émotions, les choses négatives qu'on le ressent, c'est important d'en parler, d'en causer et qu'il n'y a pas de réponse toute faite sur les. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve que l'APP vient parfois en conflit avec ce qui se passe dans les institutions et sur la définition des institutions. Donc des fois, je trouve que parfois même, ça devient vraiment très difficile. Oui, je trouve que c'est... on retrouve beaucoup dans les APP, parce que dans les IFSI, les étudiants rendent aussi des APP écrites.
Et on retrouve, bon, moi, voilà, je suis aussi, c'est vrai que je ne me suis pas présentée comme ça, mais je suis aussi en fin de doctorat et j'ai étudié en fait les APP écrites des étudiants infirmiers au cours de mon doctorat et on retrouve cette question des émotions, elle est prégnante dans les APP et dans cette culpabilité d'avoir ressenti quelque chose ou de Tout ne à fait. pas avoir réussi à cacher ses émotions. Et là, donc dans les APP, on ouvre un espace où, bon, bah là maintenant, enfin, voilà, les étudiants peuvent, bon, bah là maintenant, vous pouvez vous exprimer. Et effectivement, bah, le silence des étudiants vient peut-être dire quelque chose aussi, nous amener quelque chose de cette difficulté à exprimer enfin, ce qu'on ressent, à exprimer un vécu, à le partager avec d'autres pour en faire une force en fait dans un contexte où on parle beaucoup de maîtrise des émotions, de cacher ses émotions. Enfin, ce sont les mots des étudiants. Et où là, on propose justement un travail à partir des émotions. Donc, effectivement, on est dans un autre espace. Et donc, se questionner sur ce dispositif, c'est aussi savoir où on l'a mis. Est-ce qu'on l'a mis 2 heures un après-midi après 4 heures de CM de pharmaco, par exemple? Ou est-ce que derrière, il y a 4 heures de CM de pharmaco hyper importantes pour l'évaluation et que le matin, on se retrouve avec l'APP et qu'en fait, les étudiants ne peuvent pas investir ce lieu parce que une fois qu'on a investi ce lieu pendant 2h30, 3 heures, on sort assez épuisé. Et si l'après-midi, il y a un ACM très important de 4 heures de pharmaco pour l'évaluation, les étudiants peuvent se faire cette économie-là au moment de l'APP. Donc, toutes ces remaniements-là au niveau pédagogique, ils sont intéressants à saisir pour voir voilà, ce qui se passe par rapport à ces émotions, là, justement, pour les étudiants. Ouais. Et ce que viennent dire les silences, c'est vrai qu'ils viennent dire quelque chose aussi. Et ça parfois, alors moi j'étais formatrice en IFSI pendant 4 ans, que souvent même on est presque plus en difficulté à animer les APP avec des étudiants de 3e année que de première année, parce que les étudiants de première année vont venir livrer des choses, enfin la parole va passer librement. Et parfois, plus les années passent, moins cette parole semble libre. C'est pas vrai dans tous les groupes, j'ai pas assez de recul pour dire que c'est ça pour tout le monde, mais ce sont des choses que j'ai quand même observées. Juste, il y a eu une autre réflexion, Camille, je ne sais pas si tu as vu. Bonjour, pourquoi pas sourcer le travail de réflexion sur une situation vécue de manière positive? Oui. Et juste, je le redis, si vous voulez que c'est moi qui vous enlève votre micro. Si vous voulez parler, n'hésitez ou intervenir, n'hésitez pas à cliquer sur lever la main, comme ça je vous active votre micro. Oui, oui, effectivement, parce qu'on parle souvent de situations qui ont été difficiles à vivre, mais aussi de situations qui ont été belles à vivre ou des situations qui nous ont posé des dilemmes éthiques. Voilà, ça peut être aussi ces situations, mais c'est vrai que le mot dilemme éthique, il est peut-être facile à comprendre pour quand on a plusieurs années de diplôme et puis qu'on travaille justement sur l'éthique des soins infirmiers, mais pour des étudiants de 18 ans, ça peut être plus complexe. Mais alors après, c'est travailler aussi. Je vous amène à lire vraiment Pierre Vermersch et lire vraiment des éléments sur l'explicitation et comment on amène à l'explicitation des situations, parce que c'est ça qui est le plus difficile, même dans les soins, quand j'anime des situations auprès d'infirmiers, on a une situation parfois qui va être racontée pendant 2 minutes. Et voilà, c'est tout. Et j'ai que ça comme élément, même pas 2 minutes, des fois même 1 minute, et j'ai rien d'autre à dire. Et comment on amène l'explicitation pour que cette situation elle prenne de l'épaisseur. Alors c'était donc par exemple, bah, quand tu dis que tu es rentré, bah, tu es rentré comment? Tu as ouvert la porte, bah, j'ai enclenché la porte, j'ai fait ça, et quand tu es rentré, qu'est-ce que tu as dit en premier? Et tout ce travail-là, fin d'explicitation, amène petit à petit à recomposer la scène et s'apercevoir que peut-être, bah, finalement, j'ai pas frappé, je suis rentrée comme ça dans la chambre, alors que d'habitude, je frappe, enfin, euh, ou alors que j'ai peut-être parlé un peu trop fort et que j'ai réveillé le patient alors qu'en fait, il dormait. Enfin, voilà, on peut en arriver à des choses comme ça sur des situations, en apparence, au départ, où on n'a rien, on a 3 éléments. Mais c'est vrai que comme je dis souvent aux étudiants ou dans les groupes, pour tricoter, il nous faut quelques fils
Et donc, si on n'a rien du tout, effectivement, on n'arrive pas à tricoter. Donc, moi, je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation où il n'y a rien, parce qu'il y a toujours à un moment quelque chose qui apparaît. Mais quand il y a vraiment rien, alors est-ce que voilà, ce rien peut être cette chose qu'on tricote? Voilà, question, je laisse en point d'interrogation, mais en tout cas, ça vient vraiment dire quelque chose d'important. Et aussi, par rapport aux IFSI, c'est aussi le cas dans les soins, mais quelle place on laisse réellement aux analyses de pratique, quelle position on laisse à ces pratiques-là, est-ce qu'on les considère comme des réelles sources de connaissances? Et à force de parcourir les IFSI, ce n'est pas toujours le cas. Euh, les savoirs qui sont issus des APP, qui sont des savoirs de l'expérience, qui sont des savoirs de l'ordre du corporel, ça veut dire que quand on anime des séances d'APP sur 6 mois, une année, ou même plusieurs séances, il faut, en tant qu'animateur, on doit avoir conscience qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. C'est-à-dire que les étudiants ou les personnes qu'on a en face de nous, ils avancent, mais on ne sait pas comment ils avancent exactement. Il y a des choses qui se transforment. Parfois, on saisit des choses. Parfois, on n'en saisit pas. Et parfois, les gens vont avancer 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard. Il y a des choses qui vont venir prendre sens. Je me rappelle des séances de groupe Balint où souvent, en fait, le groupe, dans les séances de groupe Balint, euh, enfin, voit presque ce qui est en train de nous arriver, ou en tout cas vraiment des hypothèses de sens possibles, mais ils vont pas venir nous dire comme ça de but en blanc, bah, hein, c'est ça, là, il faut que tu avances sur ça, sur ce problème-là. Non, ils vont laisser le temps euh, au narrateur, justement, d'avancer avec ses résistances aussi. Et il y a des choses, moi, que j'ai compris 5 ans, 6 ans, 8 ans après, en fait, où parfois, je me suis aperçue au bout d'un an que toutes les situations que je ramenais depuis un an, c'était toujours les mêmes, finalement. Donc, si c'était toujours les mêmes, c'est qu'il y a des choses qui n'avaient pas avancé. Mais l'animateur n'est pas là pour me faire avancer, dire bon, maintenant, il faut que tu avances sur ça. Non, c'est ma temporalité à moi. Et en fait, en tant qu'animateur, on doit accepter que les choses nous échappent et que la transformation nous échappe aussi euh, dans ce qu'en font les étudiants. Et ça, comme disait Gaëtan, effectivement, c'est assez opposé avec une certaine maîtrise qu'on voudrait avoir des savoirs qu'on transmet aux étudiants. Puisque là, on est dans un espace où on est hors maîtrise. Donc, c'est vrai que c'est différent et les étudiants sont tellement quand même habitués, entre guillemets, à cette maîtrise des savoirs, notamment avec les QCM et les choses qu'ils doivent voilà, savoir de manière théorique et cette importance des savoirs, que les savoirs de l'expérience et les savoirs corporels sont souvent mis en arrière-plan dans la formation des infirmiers, notamment, alors qu'ils sont au centre, en fait, parce qu'ils sont au centre du cœur, j'ai dit aussi. Mais ils sont au centre du care, et donc des pratiques du prendre soin et de la sollicitude. Donc, ces pratiques des APP, enfin, à mon sens, elles doivent être vraiment mises en évidence de manière très importante dans les IFSI, notamment voilà, dans le contexte de difficultés, de souffrances actuelles dans lesquelles les étudiants apprennent les soins infirmiers. On a une autre remarque de Guylaine qui dit: ce qui me gêne en IFSI, c'est que l'on parle de pratique professionnelle avec des étudiants qui sont en cours d'apprentissage. Oui, mais qui vivent des situations professionnelles, puisqu'ils sont en train de se professionnaliser. Je pense. Alors, je ne sais pas si Gaëtan t'aurais... Mais c'est vrai que je trouve que pour que on parle quand même aussi beaucoup. Tout le monde m'entend là? Oui. Oui. Et je disais, on parle aussi beaucoup de la démission des infirmiers qui débutent leur carrière professionnelle et que les démissions sont très très importantes. Et moi, je pense que c'est lié à ce que Madame Baudouin elle vient de dire. C'est-à-dire que devenir infirmier, c'est accumuler un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, de savoir, de connaissances.
mais il y a aussi tout un ensemble de savoir-être, et notamment tout ce qui est de l'ordre des ressentis et des émotions, et de percevoir un peu toutes les émotions qu'il y a, et préparer les infirmiers pour qu'ils puissent perdurer dans leur métier et ne pas s'effondrer, c'est leur apprendre que être infirmier, c'est accumuler des compétences dans ces deux axes-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance hospitalière à mettre des codes pour toutes les maladies, à mettre des codes pour tous les actes que l'on va faire. L'APP vient rappeler autre chose, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre dans une cote, hein, et les émotions en font partie, et le doute sur les émotions aussi, et, voilà. Et que ça fait aussi partie du travail. Donc je trouve que, en tout cas, moi je trouve que c'est déjà les initiés en IFSI à cette double approche, à la fois de gestes ultra techniques, peut-être aussi ultra diagnostiques, mais aussi d'un autre type d'écoute, plus lente, plus douteuse, plus interrogative, voilà, puis d'une sorte d'attention aussi, voilà, à ce qu'ils entendent autour d'eux. Enfin, voilà. Donc moi, je crois que ça participe aussi beaucoup d'une prévention de la démission des professionnels, hein, qui nous impacte quand même tous. Hein, parce que... Oui. Moi, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Et moi, de façon personnelle, moi, j'ai découvert les APP assez tardivement, puisque c'était quand j'ai fait l'école des cadres. Donc, j'étais déjà infirmière depuis quand même 13 ans. J'avais fait la formation infirmière, j'ai exercé en tant qu'infirmière et je n'avais jamais entendu parler des séances d'APP. Et quand j'ai découvert ça, donc côté apprenant, j'ai trouvé ça extraordinaire puisque effectivement, on peut oser exprimer son ressenti et je trouvais que c'était intéressant d'avoir cet espace-là pour déverser, j'allais dire pour déposer aussi ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu. Et ça, je me suis dit, c'est génial parce que ça existe et ça peut être réinvesti du coup. Pas que en tant qu'apprenante, mais dans le travail, avoir l'idée de se dire, comme on l'a fait là pour l'équipe de formateurs, de se dire, voilà, il y a une souffrance, on sait que ça existe et on sait que ça marche, que ça fait du bien. Donc je l'ai découvert trop tardivement à mon goût, mais je l'ai découvert et j'en ai vu l'efficacité. Oui, mais c'est vrai parce que ça n'existait pas avant quand on a été diplômé. Moi, je fais partie aussi de la formation avant 2009, donc on ne réalisait pas d'APP et cette formation que j'ai reçue aussi assez théorique, hein, basée sur les choses qu'on doit faire, les devoirs de l'infirmière, en particulier ceux de prendre soin, d'être délicat, bienveillant, auquel j'adhère énormément et auquel je me suis forgée une sorte de modèle. Et quand je suis arrivée en réanimation pédiatrique, oui, ça a tout fait voler en éclats parce que jamais j'aurais imaginé qu'un bébé me dégoûte au point de ne pas pouvoir rentrer dans la chambre parce que son corps me dégoûte et parce que je ne peux pas le toucher. Voire je ne peux pas le regarder et on est déjà dans de la négligence de soins quand on ne peut pas regarder un bébé ni le toucher. Et ça, pour une jeune infirmière de 21 ans qui a lu tout Walter Esbin et qui se pensait extrêmement humaine, ça a été un choc et vraiment épouvantable et quelque chose que j'ai pas dit pendant des années. En fait, parce que ce mot de dégoût, être dégoûté par un bébé, j'en avais tellement honte. Et j'ai vraiment travaillé en particulier cette situation dans un groupe d'analyse de pratique professionnelle. Et moi, quand je dis même que ça m'a sauvée. Parce que les mots que j'ai eus en réanimation en arrivant, c'est ici, t'es Camille l'infirmière. Donc, quand tu as ta blouse, t'es Camille l'infirmière. Et quand tu ressors, t'es Camille. Et donc, ce que tu as vu ici, tu le laisses ici. Et donc, les émotions, tu les laisses ici. Enfin, ce que tu as vu ici, voilà, c'est ici. Ok, sauf qu'évidemment, à moins, enfin, voilà, cliver les deux était quand même vraiment impossible. Donc on tente de le faire quand on est soignant. On tente parce qu'on se dit non, non, il faut laisser ça de côté. Et puis un jour, des événements de la vie personnelle viennent remettre tout ça sur le tapis et c'est la catastrophe. Et donc vraiment, ces analyses de pratique-là m'ont vraiment permis
de me dire, mais en fait, j'ai le droit de ressentir des émotions, et au contraire, parce que si j'en ressens pas, je suis un robot, en fait, je suis standardisée, comme on veut des soins standardisés, mais non, 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 les soins humains ne sont pas des soins standardisés, ce sont des soins où il y a des émotions, puisqu'on rencontre l'autre par rapport à nos émotions, elles sont premières. Donc ça sert à rien de vouloir les enlever, les effacer. Et au contraire, ces émotions-là peuvent être enfin, c'est pas peuvent être, c'est sont une force dans la relation de soins. Et donc se savoir soi-même en tant que soignant vulnérable, au même titre que le patient, puisqu'on est un être humain, et un être humain vulnérable, c'est un être humain qui est affectif, et ben ça rassure énormément et ça apaise. En fait, puisque c'est ça, quand on parle de la symétrie dans la relation à l'autre, c'est vraiment ça. Là, on y est vraiment, je suis vulnérable au même titre que le patient, et donc j'y ressens aussi des émotions. Euh, et l'APP, c'est vraiment un lieu pour en prendre conscience et se dire, mais ça, c'est une réelle force en fait dans la relation. C'est vraiment un travail qui est vraiment nécessaire, et d'autant plus dans le milieu de standardisation, de normalisation des soins, qui fait perdre le sens du soin humain, et donc qui fait souffrir les infirmiers et qui les font réellement partir, effectivement. On parle On a une autre question, Camille, excuse-moi. Le cadre supérieur de santé coordinateur pédagogique peut-il faire l'animation de séances d'APP au sein de l'équipe qu'il manage? Alors, moi, je dirais que non. Moi non plus. Enfin, Madame Baudouin, Oui. ouais. On ne l'a pas suffisamment dit, ça peut-être, hein, pour les participants, enfin pour les gens qui participent au webinaire aujourd'hui. Effectivement, l'APP, elle fonctionne avec des intervenants extérieurs, Mm. hein, Oui. totalement neutres et sans fonction hiérarchique à l'égard des participants. Mm. Donc sinon, ça ne fonctionne pas, effectivement. Ouais, sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, on l'a vu au tout début des APP en 2009 chez les étudiants infirmiers, quand les APP ont été mis en place. Beaucoup de lieux, enfin d'IFSI, réalisaient des APP sur les terrains de stage avec plusieurs étudiants d'un même pôle. Par exemple, si plusieurs étudiants étaient au pôle pédiatrie, on recevait plusieurs étudiants avec le tuteur de stage et un formateur. Donc, il y avait formateur, tuteur de stage, plus 3 ou 4 étudiants. Moi, j'ai participé plusieurs fois à ce genre de groupe. Et parfois, en fait, le cadre de santé venait aussi. Alors, ces choses-là ont été arrêtées dans beaucoup d'endroits parce que c'était, enfin, je vais le dire avec les mots crus comme ça, mais c'était terrible. Terrible, terrible, terrible. Les étudiants n'arrivaient pas à s'exprimer. Il y avait un cadre formateur, supérieur hiérarchique, évaluateur de l'étudiant. Le cadre de santé, supérieur hiérarchique, évaluateur de l'étudiant en stage. Et le tuteur qui avait une position d'accompagnement, mais aussi d'évaluation en stage. C'était l'inertie totale. Et c'était vraiment presque une souffrance. Dans les APP, donc ces dispositifs-là ont été arrêtés. Donc non, c'est vrai qu'un intervenant extérieur neutre, c'est vraiment essentiel. Alors après, dans un IFSI, je pense à un IFSI en particulier que j'ai accompagné en analyse des pratiques, alors pendant moins de temps, parce que financièrement, effectivement, voilà, quand on crée un dispositif sur une année, ça a un coût. Je les ai accompagnés sur plusieurs séances, et l'équipe était... le groupe, enfin, je voyais dans ce groupe la possibilité, entre eux en tout cas, de pouvoir mettre en place des analyses de pratiques sans intervenant extérieur, enfin en tout cas de tenter de le faire pour continuer un peu le travail qu'on avait euh, commencé. Et pour ça, ce que j'ai réalisé sur la dernière séance que j'ai fait avec eux, c'est que c'est une personne de l'équipe, un formateur, alors, donc du coup pas un cadre, enfin il n'y avait pas de niveau hiérarchique, hein, c'était vraiment un formateur de l'équipe qui a pris la position d'animateur. Et moi, j'ai pris la position d'observateur sur le côté. Et en fait, ça a été enfin, vraiment très, 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 très productif. Et je pense qu'aujourd'hui, ce groupe de formateurs est en capacité de réaliser des APP ensemble, avec un animateur, mais issu du groupe, pas supérieur hiérarchique. Voilà. Alors, c'est pas possible dans tous les groupes. Là, c'était possible. Alors après, on n'en arrive peut-être pas à la même chose qu'avec un animateur extérieur, parce que c'est quand même très, très différent. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai proposé, en tout cas aux formateurs, pour qu'ils puissent continuer en fait le travail qu'on avait amorcé ensemble, sans avoir voilà, d'animateur en plus, puisque ça n'était pas possible dans leur budget de formation.
Vous m'excusez? Ah oui, il est 13h50. Oui, je vais devoir vous laisser. Voilà. Merci beaucoup. Merci de ces échanges. Je quitte tout simplement le Teams. Hein. Oui, oui. Merci Bo- beaucoup. À bientôt. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est vrai qu'il est déjà 13h50. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Il y a juste deux autres. Alors, merci pour la réponse. Malheureusement, le déficit budgétaire des hôpitaux nous limite dans les APP avec un intervenant extérieur. Mm. Et on a une autre question. S'il faut un intervenant extérieur neutre pour animer l'APP, le formateur peut-il être légitime pour animer une APP avec les étudiants en formation? Oui, c'est une très très bonne question. C'est une question qu'on se pose beaucoup hein, sur la place du formateur dans les APP. Je pense que c'est possible, effectivement, parce que moi j'en ai mené aussi auprès des étudiants. Par contre, la manière dont je les ai menés, on voyait toujours des groupes différents. Donc, pour moi, c'est pas du tout propice à mettre en place des réelles analyses de pratiques productives si on ne suit pas le même groupe, en fait, sur un temps assez long, d'une année, par exemple. Et ça nécessite pour le formateur des positionnements différents, effectivement. Hein. Donc ça, on le dit souvent, le formateur, il a une position d'accompagnement, et là, c'est vraiment cette position d'accompagnement-là dans les APP, mais il a aussi, avec le suivi pédagogique, une position parfois d'évaluation. Donc, il a cette double position qui peut parfois être un frein aux APP. Euh, donc, c'est vraiment un travail sur son positionnement à soi en tant que formateur. Mais c'est vrai que parfois, peut-être que la manière dont les étudiants nous connaissent, ailleurs que dans les APP, peut amener de l'inertie dans les APP. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment possible. Alors, est-ce qu'il faudrait avoir vraiment des personnes, des formateurs issus de l'équipe qui sont dédiés aux APP et qui suivent plusieurs groupes d'APP sur l'année, qui aient cette position-là particulière? Voilà, ce sont des choses aussi qui peuvent être envisagées. Après, certains IFSI font le choix de réaliser les APP. Alors, il me semble que nous, c'est ce qu'on faisait, je ne sais plus. De réaliser les APP avec le groupe de suivi pédagogique qui suivent pendant 1 an. C'est assez intéressant aussi parce que dans le groupe de suivi pédagogique, il y a une cohésion qui peut se faire entre les étudiants et donc le formateur qui peut les accompagner comme ça pendant une année. Voilà, enfin, son groupe d'analyse, enfin, comment on dit, de suivi pédagogique. Mais par contre, c'est pareil, c'est ne pas. Ce qui se passe dans l'APP ne doit pas. On ne doit pas se servir de ça pour faire les évaluations de suivi pédagogique. Donc, alors, est-ce que les dispositifs de suivi pédagogique pourraient prendre la forme que d'APP, de groupe? Ça pourrait être aussi une position. Ça peut être une position. Mais en tout cas, ce qui a été vu en APP ne doit pas être repris comme une donnée dans les entretiens après de suivi pédagogique. C'est vraiment cette position auquel il faut être très, très, très attentif. Mais je suis d'accord, c'est assez complexe de mettre en place dans les IFSI ces groupes, parce que le formateur a des positions différentes, et en particulier une position hiérarchique vis-à-vis des étudiants. Voilà. Mais c'est faisable, ça se questionne, mais ça doit être vraiment, pour être efficace et porteur, ça doit être au centre du projet pédagogique de l'IFSI et porté par tous comme une source de savoir au même titre que les savoirs dits théoriques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère en tout cas qu'on a répondu à vos questions. Après, vous pouvez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je vais remettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, oui, on va de toute façon vous envoyer le replay avec l'adresse mail de contact. Vous aurez également les coordonnées de Camille. Là, vous pouvez noter l'adresse mail aussi, mais de toute façon, on vous enverra un mail. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas à revenir vers nous.
que ça se... Voilà, donc j'espère que le webinaire a répondu à vos attentes et que ça a été suffisamment riche pour du coup provoquer aussi des questionnements et la réflexion. Et donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Merci Camille, merci à tous. Merci. Donc, Merci à tous. bonne fin de Bonne journée. journée. Bonne journée, au revoir.